Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas au courant, on ne fera pas continuer le Linux 202 parce que j'ai comme des préparations d'une formation Docker incessamment qui me prend beaucoup de temps, ainsi que parce que je veux démontrer des problèmes de mise en production que j'ai eu. Donc, je suis pas mal plus là-dessus en ce moment. Donc, on va faire une petite formation improvisée sur Vim pour cette section-ci. En fait, on va voir comment j'ai configuré mon Vim avec le système de plugins. L'objectif, c'est donc là, tout ce qui est l'utilisation de Vim, j'allais dire classique. Là, je vous invite à faire la commande Vim tutor là, ou installer pour pouvoir faire les tests, copier, coller toutes les instructions classiques. Et là, on va voir en fait comment configurer le Vim pour aller un petit peu plus loin. Parce qu'à un moment donné, on m'a dit ouais, mais ton Vim c'est bien cool là, tu te la pètes avec ton Vim, mais en fait il suce un peu là. Il fait pas grand chose. Tu n'as pas les tables, tu peux pas faire des recherches, puis on me montrait Notepad++, qui est aussi un produit libre, donc convenable. En fait, c'est vrai que là, je regardais mon Vim, puis je trouvais ça vraiment cool. Une fois que j'édite le texte, ça va, mais il manquait un écosystème autour. Donc là, je me suis dit, merde, c'est vrai. Il faudrait bien que je l'ai aussi. Donc là, on est allé chercher de voir comment on pouvait arranger le Vim pour qu'il soit un peu plus powerful. Là, je couvre Vim, mais en ce moment, puis là, je viens juste d'y penser, tu as un NeoVim aussi, NeoVim qui existe, qui commence à prendre de l'emphase. En fait, ils essaient de rajouter des fonctionnalités. Je ne l'ai pas encore essayé parce que j'ai un petit peu peur que tous mes plugins ne marchent pas, bien qu'il paraît que c'est supposé marcher, mais ça risque de changer un petit peu la donne là, avec donc le futur de Vim. Là. Donc, juste pour en parler, il va falloir que je le teste à un moment donné. Là, c'est comme Tmox. J'attends, puis à un moment donné, je m'y mets vraiment. Okay. On va commencer par Vim. Puis le problème de NeoVim, c'est que vu que tu ne l'as pas nécessairement installé partout sur les serveurs, quand tu es obligé de jongler entre Vim et NeoVim, ça te fait chier de ne pas avoir ton NeoVim sur tous tes serveurs. Donc, tandis que Vim, il est partout. Fair enough. Première des choses ici, donc là, je suis allé sur mon GitHub, sur la config du Home. Je vais utiliser pour l'installation de l'ensemble des plugins le système Vendor, qui est en fait un système de plugins de Vim. Donc après, on peut aller chercher plein de plugins qui sont sur GitHub. Donc ça va être vraiment ça. Et ici, j'ai mis l'instruction. Là, je vais dans mon Home Directory. Je fais un git clone dans .vim, donc le répertoire de config, bundle vim. Puis après, je peux rajouter des plugins à ma guise. Donc c'est un requis là, si vous voulez mettre en place les configurations que j'ai mis. Quoi? Vendor. Ok. Customize. Ouais, c'est probablement. Donc, je vais prendre mon vimrc, puis donc l'ensemble des configurations se retrouve dans le .vimrc, donc c'est là que la config qui se retrouve par défaut. Je vais pas toutes les. Ici, vous voyez, j'ai mis quelques références. Ils doivent être dans mon .vimrc sur... Ouais, ils sont tous là. Donc, la config est pas mal identique ici, où j'avais pris plusieurs sources de références pour arriver à la configuration de mon Vim. Là. Donc, plusieurs sites de base. Je passerai pas toutes les options. Là. Syntax on, pour qu'on ait le highlighting comme on a ici. Là. Donc, sin off pour l'enlever, mais par défaut, je veux qu'il soit actif. Je définis où il est le... Vendor, et ainsi que ça c'est le requis lors de l'installation qui est le RC là, qui va être présent. Puis ici, là j'active en fait l'activation du bundle. Ce qui va me permettre en fait avec bundle install, lui ce qu'il va faire, c'est quand j'arrive dans un nouveau lieu, donc si je monte un nouveau setup avec mon vimrc, je déplace mon .vimrc, je réalise les deux commandes qui sont là. Donc, je vais dans mon Home, je fais un git clone. Puis après, je fais bundle install. Puis lui, il va aller chercher sur Internet toutes les plugins qu'il va aller me chercher automatiquement. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher manuellement chacun des plugins. Lui, il lit mon vimrc et après, grâce à Vendor, il va aller chercher l'ensemble des plugins requis
sur Internet. Donc au moins, j'ai pas une longue liste d'opérations pour que mon Vim soit convenable. Bien sûr, je peux prendre aussi mon point .vim.rc puis le répertoire .vim puis tout copier là, mais lui en plus il m'assure qu'il va être à jour. Donc ça me permet aussi de faire des updates. Ici j'ai activé l'auto. Bon là le commentaire ne concorde pas avec ce qui est mis là, mais ici j'ai activé l'indentation automatique pour que quand je tape et que je fais des enter, ben là il va à la bonne place là, pour s'assurer que l'indentation est bonne, comme quand tu fais du Python, pour être sûr qu'il ne va pas revenir au début de la ligne, qu'il va suivre là. Je peux te faire un exemple rapidement. Vim, je vais aller juste dans mon home, vim toto.py. Je sais pas moi, if blabla, voilà, 1, paf, donc là il est pas revenu au début de la ligne, il est resté là. Donc il reconnaît print les formats par fonction. Ouais, c'est ça, selon ce que je tape là, ou le XML ou le YML là. Donc il s'ajuste en conséquence. Ce qui est un peu chiant quand tu fais du copier-coller aussi. Parce que là, il fait l'indentation, mais il ne le fait pas nécessairement bien. Juste pour information. Là, j'avais des petites instructions selon le type de fichier. Alors là, ça, c'est vraiment du Python pour qu'il me mette une ligne rouge si j'excède un certain 120, une colonne de 120, pour que je vois la limite. Là, je sais pas si j'ai... Ils l'ont peut-être bien fait là. Ah, c'est ça, j'ai pas dépassé le... Ah oui, il y en a. Donc on voit ici, au bout de 120 caractères, il va le mettre en grisé là. Pour me dire comme quoi, il me laisse faire, mais visuellement, je vois que j'ai dépassé le 120 caractères. Donc ça suit pas les normes PIP8 là, de syntaxe de Python. C'est un reminder, parce que quand tu le tapes, tu ne penses pas nécessairement, donc au moins là, visuellement, tu le vois. Ok. Ça, c'est la ligne Powerline. Donc là, j'aurais peut-être dû le mettre plus bas, mais c'est pas grave. Ici, en fait, c'est la ligne qui est en bas, là, qui est présent. Donc c'est lui, en fait, c'est juste pour avoir une ligne plus belle, et surtout qui me dit quand je passe... Je vais juste changer encore. Je vais en ouvrir un autre dans Git Training. Donc si j'ouvre, je sais pas moi, Apache serveur web, KD. Donc ça me met ici en bas, on voit là je suis en mode normal. Quand je vais passer en mode insertion, ma barre passe en bleu. Et il me dit dans quel mode je suis. Si je suis en replace, je l'ai en rouge ici. Et surtout ce qui est intéressant si vous utilisez Git, c'est que ici il me dit dans quelle branche je suis de mon Git. Donc si je suis sur... Quel est le plugin? Comment ça s'appelle? Ça c'est Powerline. Ça c'est Powerline qui me permet de justement se faire cette belle visualisation. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, surtout quand tu travailles avec plusieurs branches, de voir dans quelle branche tu es pour pouvoir faire tes modifications. Puis tu détectes aussi quel type il a détecté. Là, je suis en Markdown, tandis que là, je suis en Vim. Donc, il dit quel type de fichier tu es en train de travailler. Puis le char set, là, mais bon, moi, j'ai toujours eu TF8. Seul type truc, ici, vous voyez, j'ai un fixe pour le font. Donc, je suis obligé de faire ces instructions-là manuellement pour chaque nouvelle config. Sinon, les caractères, ils sont moins beaux. Okay. Mais bon, c'est documenté, fait que c'est correct. Je me suis mis un module Git ici qui est présent, qui te permet directement à l'intérieur de Vim de faire des instructions. Je vous avouerai, je ne l'utilise jamais. Je fais toujours mon Git en dehors. Là. Non, c'est ça. Il y a un truc, tu peux faire un Git commit. Voilà, ça là, tu as du Git help, mais il faudrait voir un git add. Tu peux directement à l'intérieur en faisant escape git add, git commit. Par rapport au fichier.
par rapport au fichier sur lequel tu es en train de travailler. Mais moi, je n'utilise jamais, en fait. Je sors toujours de mon VI pour faire mon guide commit, là, mais je l'avais mis. Par contre, je pense que c'est ça qui permet aussi la détection dans Powerline. Donc, je l'ai laissé là, même si je l'utilise pas réellement. Oui, c'était une question que je me posais quand tu as montré les tailles de Powerline. J'imagine que c'est grâce au plugin guide, non Powerline. Ben en fait, Powerline fait l'affichage, donc la barre de statut, et doit se reposer sur Fugitive pour pouvoir avoir l'information sur quelle branche il est. Mais encore là, je suis pas trop sûr, il faudrait vérifier. Là. Mais bon, je me suis dit qu'un jour, peut-être, j'utiliserai. Là. Je le laisse, là, puis c'est pas trop demandé. Ici, vous voyez le file browser. Donc, quand je l'ai mappé à la touche F2, parce que j'ai pas envie de me rappeler de cette longue commande qui est présente. Donc là, j'ai mappé la touche F2 pour que, quand je fais ça, il rende cette instruction avec le retour de chariot. Donc, c'est ça qui me permet que quand vous me voyez, je suis en train de browser comme ça mes fichiers, de pouvoir ouvrir le contenu. Tu peux l'ouvrir avec F2, mais le fermer aussi avec F2. J'utilise F2 pour ouvrir et fermer. Donc ça me permet d'avoir visuellement quelque chose de plus simple pour plutôt que fermer via et puis de le rouvrir. Là. Donc ça me permet d'avoir. Oui. Il va finir pour l'utiliser parce que je voulais ça à côté. Ouais, non, c'est très pratique. À partir de Vim 7, mais c'est pas mal partout. Là. On est rendu à Vim 8, mais ça c'est sous Arch Linux ou Ubuntu, je pense encore Vim 7 à vérifier. Là, je m'avance un petit peu. Là. Il y a la possibilité d'avoir les tabulations. Parce que c'est cool Vim, mais si tu es obligé d'avoir plein de sessions shell pour éditer 2-3 fichiers, c'est un petit peu casse-couille. Surtout que quand tu copies-colles des lignes, si tu es dans 2 shells distincts, tu peux pas paster. Donc là, tu es obligé d'utiliser la souris. Là. Fait que là, avec Vim, moi, j'ai bindé ça, F4. J'utilise très rarement le F3 puis F5, là, mais donc si on regarde, je fais F4, puis là on voit en haut, j'ai une barre ici, puis je peux aller choisir un autre fichier. Hop. Donc maintenant, j'ai 2 fichiers qui est le 1 et le 2, vous voyez en haut. Et pour passer de l'un à l'autre, moi j'avais bindé à F3, F5, mais ça commençait à m'embêter. GT me permet de passer de l'un à l'autre. Je vais juste l'écrire en haut. Je fais les touches GT pour faire le next. GT? Ouais, attends. C'est excellent. Je suis en mode commande, donc là je suis en normal. Quand G et T, ça me permet de switcher de. GT en même temps? Ben G après T. G plus T. Okay. Donc, G plus T, ça fait next. Puis G plus T majuscule, ça fait previous. Non, là j'en ai juste 2, là, fait que je vais juste en ouvrir un troisième. Donc là, G, T majuscule, je reviens au 2. G, T minuscule, je vais au 3. Mais on s'habitue. Hein. Mais sinon, tu peux le binder aussi, comme j'avais fait F3 puis F5, donc, qui sont autour du F4. Là. Ça marche aussi bien. F4 est au milieu. Mais finalement, j'utilise GT. Qui est par défaut, c'est pour ça qu'il n'est pas présent. Python mode, pour activer donc le mode Python. Par contre, avec mon ancien laptop, en fait, même pire, c'est avec le II PC de Asus, à l'origine, quand j'avais fait mon premier setup, là, ça prenait trop de jus, j'avais dû l'enlever. Parce que ça gobe pas mal de jus et finalement je ne l'ai pas remis encore, mais ça permet d'avoir plein de plugins puis qui fait des validations syntaxiques, puis que quand tu compiles sur mon desktop à la maison, je l'ai laissé parce que je l'avais, mais là j'ai tout mis en commentaire, ces parties-là, mais ça marchait bien, c'est juste de temps en temps je trouve que ça prenait un peu trop de jus. L'avantage c'est que quand tu sauvegardes, il fait une validation syntaxique, il te dit les erreurs, il précompile s'il y a besoin, donc si tu fais beaucoup de Python, ça peut être intéressant. Puis après, avec le PyMod, tu peux activer, désactiver certaines sections qui te vont ou te vont pas. Là. Fait que c'était pas mal, mais pour le moment, il est désactivé. YouCompleteMe qui permet d'avoir une visualisation. Je vais juste afficher
OpenLink. URL. Ah, c'est vrai, maintenant il part Chrome en ce moment. Ça va bien là. Tu pars pas? Ouais. Si je reviens à dire, quel est le plugin qui te permet l'étape? Ah, c'est built-in dans Vim. C'est pas un plugin indépendant. uCompleteMe qui te permet de voir, comme là on voit dans la séquence, d'avoir un drop-down qui te permet de visualiser qu'est-ce qui va suivre selon le code que tu fais, donc quand tu fais du Python ou autre. Là. Le problème, c'est que pour l'installation, c'est un binaire qu'il faut que tu compiles et c'est pour ça que je ne l'ai pas remis pour le moment. Puis ça m'énerve un petit peu quand ça drop down tout le temps. À chaque fois que je commence à taper, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, donc je suis en hésitation à savoir si je le remets ou non. Parce que ça m'embête. Tu sais, t'es en train de taper, puis à chaque fois tu vois le drop down, puis qui se réduit et tout, ça m'ennuie. Mon visuel, j'aime pas ça. Donc, il faudrait que je vois pour binder une clé pour l'activer et le désactiver, parce que ça reste pratique quand tu utilises une nouvelle librairie que tu connais pas, de voir les options, les fonctions disponibles. Mais quand tu sais ce que tu veux faire, puis qu'à chaque fois ça pop-up tout le temps dans ton visage, moi j'aime pas. Donc, il faudrait que je vois pour l'activer et le désactiver. Syntastic, ah ouais, ça c'est pour faire la validation syntaxique. Je vous l'utilise pas en ce moment. Je l'avais mis, mais attends, si je. Tu avais mentionné la fois d'avant, je pense qu'avec Puppet, c'était pas 100%. Ben, ça marche bien, c'est juste que le Puppet qu'on a ici, il est un peu écrit tout croche. Là. Fait que, en fait, il n'est pas écrit tout croche, c'est qu'il ne suit pas les standards. Fait que résultat, les critères. Fait que c'est pour ça que ça donne beaucoup de rouge. Il faudrait faire une passe pour tout le réécrire convenablement avec les best practices ou les normes d'écriture là, pour que ça soit plus joli. Là. Mais tu as bien vu l'indexation. L'indexation, elle est comme artistique. Là. Ouais. Pas dire à chier. Mais là, l'avantage, c'est que ça te permettait justement de voir pour ici ladder par défaut sous Vim, c'est backslash. Fait que je fais ladder E pour voir les erreurs, mais là, j'en aurais pas. Je vais juste regarder. Non, c'est ça, j'ai pas d'erreur. Fait que c'était pour visualiser les erreurs s'il y avait des erreurs syntaxiques, mais j'ai pas de problème qui me vient à l'esprit là, de fichiers que j'aurais. Puis non, j'ai pas d'idée comme ça. Si j'en ai un en cours de route, on reviendra là-dessus. Là. Mais c'est par l'extension du fichier qu'il va comprendre les syntaxes. Oui, c'est vrai, c'est avec l'extension. Combien de ces extensions il peut comprendre? Enfin, regardez dedans, là, je sais plus, mais il y en a quand même pour tout ce qui est commun, il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est la validation syntaxique dédiée à Puppet. Et ce qu'il va utiliser, c'est la commande Puppet Lint, pour faire la validation et de donner les erreurs s'il y en a. Donc ça, c'est assez intéressant aussi là, pour pouvoir... à partir le plus chiant, c'est si tu as déjà beaucoup écrit, de faire une bonne passe pour que ça soit correct, là, mais après ça te permet de visuellement que ça suive toujours les bonnes pratiques là. Ça marche bien. Voilà, il y a eu plusieurs essais là, mais le système de tag, je vais ouvrir un autre fichier Python. Hop, si je prends, ça sera pas bien long. J'en ai pas mal. Parce que je pense assez. Ah, j'ai pas CTag d'installer. C'est ça, j'utilise pas. Avec CTag, c'est que ça te permet de visualiser, comme dans Eclipse, de visualiser
les fonctions, donc en utilisant, dans mon cas, T, là, mais là, je l'ai pas réinstallé. On aurait vu sur le côté gauche, puis là, je peux pas aller sur un autre poste, la classe thread TCP, puis en dessous, les différentes fonctions. Donc, ça te permet de réorganiser visuellement. J'avais pas prendre. Attends. Sudo -l, je pense que ce user-là, il n'a pas les droits. C'est ça. Sudo. Non. Comment tu crées les tags? Il les génère en fait, ctags. En fait, pour Puppet, ça n'existe pas et c'est ça le problème. Et j'avais fait une tour de passe-passe pour que ça marche, mais on le fera pas là parce que. Attends, on va juste passer. Parfait. Maintenant, hop, si je le rouvre, je fais T. Tu vois, là on le voit. J'ai installé l'application ctags en conséquence. Et maintenant, donc on voit le thread, que c'est une classe, et ça c'est les fonctions. Si je fais Enter dessus, ben là je me retrouve, ça c'est, excusez, c'est une variable à l'intérieur. Donc ce qui me permet d'aller à l'intérieur pour avoir un drop-down. Là. Je pense que c'est quoi ce P? Non, il y a juste une fonction, excusez, dedans, à l'intérieur. Mais bon, donc ça me permet de visualiser le contenu de mon fichier par fonction ou par... excusez, j'utilise moins, là, je suis un peu en train de chercher, là, mais donc tu vois des différentes variables que tu peux avoir à l'intérieur. Et ça marche aussi dans Puppet, mais dans Puppet, il faut que tu pré-génères tes ctags pour que ça marche. Peut-être que maintenant ça marche, mais il y a 1 an et demi, tu ne pouvais pas avoir tous les nodes, il fallait que tu fasses un petit tour de passe-passe préalablement. C'est pour ça que si on reprend mon fichier Vim, ben ici on les voit. Les tours de passe-passe que j'avais dû faire pour Puppet spécifiquement. J'avais dû tweaker un peu le truc pour que ça marche. Mais ça marchait là. Mais je suis plus dans Puppet en ce moment. J'utilise moins. Mais si tu fais ctags Puppet sur Google, là, il te le trouve et il te donne les instructions à faire. Okay. Donc, une fois installé le plugin, il faut configurer ce tag. Il faut que tu installes le plugin AutoTag puis tag bar. Il faut que tu installes l'applicatif ctags. Et il faut que pour Puppet, il faut que tu fasses une pré-génération des tags. C'est chiant. Okay. Mais c'est pas seulement installer ctags. Mais c'est uniquement installer ctags pour genre Python ou tout dépendant là, des trucs communs là. Mais Puppet, il y a une tour de passe-passe à faire. Okay. grep, donc avoir grep dans VI, ça reste quand même quelque chose d'assez utile. Je vais revenir ici. Donc là, je suis juste où? Ok, parfait. Donc si je fais, donc là je suis à l'intérieur du racine de training, donc tout le guide de mon site de formation. Si je fais rgrep pour faire une recherche grep récursive pour Apache, là il va me dire dans quel répertoire tu veux aller. Donc là il va faire une récursivement dans ce répertoire là. Si je veux mettre un file matching pattern, donc pour mettre une restriction, et après, lui, il va faire la recherche à l'intérieur de tous les mots qu'il a trouvé Apache. À l'intérieur, il me donne le nom du fichier, le numéro de la ligne. Et après, donc là, la vraie vie, par exemple, quand je fais Enter, il m'amène à la bonne ligne où j'étais. Donc ça, c'est vraiment pratique quand tu fais des recherches là, dans plusieurs fichiers. Là, c'est sûr que mon écran, il est un peu petit à cause de la diffusion, là. Mais normalement, étant donné que mon écran, donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire F4, je vais faire d'autres recherches, manipuler mes fichiers, l'exercice. Mettons que j'ai ça. Ah oui, ben justement, le mot mémoire où il était, je vais en ouvrir un autre, je vais faire mon rgrep pour mémoire, puis dans le training. Ah, ok, ben il est aussi défini dans l'instruction Docker, Enter, puis là j'ai mon fichier. Il va ouvrir un tab automatiquement? Non, il ne m'ouvre pas un tab, là, il m'ouvre dans lequel je suis. J'ai fait un tab préalablement. Là.
Est-ce que tu pourrais l'ouvrir automatiquement dans un nouveau tab? Oui, c'est ça. Mais je sais pas, je pense pas. Si tu es dans un fichier, tu fais le grep, quand tu fais tab et enter, il te ferme les Ok, fichiers oui, ouverts. ouais, c'est ça, il t'ouvre le nouveau. Mais ce que tu peux faire toujours, tu peux faire SP puis split là, pour l'avoir dans un nouveau. Donc je garde l'ancien qui est là puis le nouveau. Ah, ok. Il va te fermer le fichier ouvert. Oui, c'est ça. Il move ce que j'ai demandé dans la fenêtre courante. Okay. Donc ça, c'est vraiment pratique. Là. Tu as d'autres trucs là, que rgrep. Là. Moi, c'est celui-là que j'utilise toujours pour faire des recherches récursives. Là. Mais tu as plus de recherches. Puis tu peux mettre des expressions régulières pour faire tes recherches. Là, pas juste le mot. Fait que tu peux aller un peu plus loin. Là. Mais, les produits s'appellent grep, tout court? C'est vimscript grep.vim. Ouais. Okay. À chaque fois que vous voyez comme ça, puis c'est ça que je trouve vraiment cool dans Bundle, c'est que toi, là, ici, je vois vimscript grep. Donc là, je vais aller, j'ai juste copié le nom du script. Je viens ici, je fais github.com, je paste le bout qui était dans ma config. Enter, puis ça correspond au bundle. Fait que là, sur ce moment-ci, j'ai l'ensemble des instructions qui sont aussi disponibles, plus que juste le rgrep, là, t'en as comme vraiment plus de disponibles. Donc, ce qui me permet d'avoir facilement la référence aussi à la doc, vu que le nom du plugin correspond avec c'est une information dans le GitHub. Task list, ça c'est vraiment cool. Là. Avec letter T, donc ce qui veut dire \T. Okay. Ça, c'est tous les to-do. À chaque fois que j'ai écrit to-do à l'intérieur de mon fichier, quand je vais faire un letter T, ben, je vais avoir la ligne, mettons 64, puis quand je vais de l'un à l'autre, il va descendre dans ma liste de to-do qui est dans mon Vim. Dès que j'écris to-do, après, il va m'afficher ça en haut. Tu vois, to-do. Donc, il fait un regroupement de mes to-do pour mon fichier. C'est pour ça que souvent, vous voyez, quand j'écris ma documentation pour les formations, tu vois to-do parce que je veux justement avoir ça dans ma task list. Pour pouvoir revenir. J'ai pas besoin de faire un grep sur mon fichier pour voir s'il y a un to-do. Je fais juste letter puis je l'ai, puis après il va à la bonne place. Cool, hein? Tu peux mettre d'autres choses que to-do. Là, moi, je l'ai laissé par défaut, là, mais tu pourrais mettre, je sais pas, là, data ou autre. Donc, to-do est par défaut? To-do est par défaut. Okay. La seule chose que tu dois montrer, c'était que tu dois mapper layer T. En fait, c'est le truc par défaut, là, mais ici, c'est le module task list, puis LRT qui me permet. Mais encore là, tu peux le binder à autre chose. Là. Moi, je vais laisser celui-là par défaut. Donc, quand tu l'actives, il va automatiquement checker les to-do et il va les regrouper. Ouais, c'est ça. Okay. En me donnant le numéro de la ligne. Mais tu sais, là, ça va, j'ai un petit fichier, là, il fait quoi? Il fait même pas 300 lignes, là. Mais tu sais, quand j'écris mes formations, puis que ça fait 1600 lignes à la fin, pour avoir juste mes to-do, c'est pratique. Ultra Snippet, là, j'ai un petit problème en ce moment avec la version de Vim 8, là. J'ai essayé de regarder hier, mais je n'avais pas vraiment envie. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais ça te permet de faire des mappings. Je vais en ouvrir un. Je vais ouvrir mon... Ah oui, ça c'est un peu chiant. Parce que le problème de Needle Tree Toggle, c'est qu'il ne te montre pas quand c'est un répertoire caché. C'est un peu chiant. Info, bundle, je peux mettre du complet. C'est ultra snippet. Bien là.
install, plugin. Ils sont où les. C'est pas ici? En tout cas. Ultra snippet, edit. Là, j'en ai pas de défini. Ultra snippet. Excusez. Puis c'était dans Xerus que je les avais mis. Je sais plus où je les ai mis. Ah, je les ai pas copiés, ouais. En fait, l'idée là, puis vous regardez, je vais regarder comment fixer mon problème là-dessus. Mais quand je commençais à taper X3 header, ben il rajoutait l'ensemble de ce header là et il mettait la bonne date de la journée en cours automatiquement. Donc ça te permet de, dès que tu as des trucs qui sont répétitifs, là, ben, de comment faire en quelques lettres, puis après tu fais, dans mon cas je l'ai bindé à F6, là, si je me trompe pas, ouais. F6 pour qu'il lance le trigger, ben, ça me faisait un conflit avec uCompleteMe quand j'avais utilisé, parce que uCompleteMe utilise les tabs, fait qu'il me fallait comme autre chose pour binder, donc j'avais décidé de mettre F6. Mais si on regarde, là c'est un Vimcast, à l'intérieur, c'est vraiment bien et je sais que ça, mon problème, il est dû à Vim 8. Il faudrait que je fasse un petit changement quelque part, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais on voit, ça c'est classe. Tu vois, hop, automatiquement, ça a créé l'ensemble de la structure avec les define. Puis tu vois, il rajoute en haut, puis ça a rajouté en bas automatiquement. Tu vois, hop, il rajoute des fonctions, puis ça peut rajouter au fur et à mesure. Fait que tu économises vraiment du temps pour tout ce que tu fais de tout le temps, quoi. Parce que c'est vrai que si tu mets tout le temps les commentaires, tu sais, tant qu'à le taper, puis à oublier de le faire, puis toi là il a mis des to-do, fait que ça te permet de économiser du temps et surtout t'assurer que tu suis toujours le même standard, quoi. Ok, donc j'avais passé du temps là-dessus, c'est pour ça que ça m'emmerde que ça marche plus. Mais c'est plus grave, c'est pas grave. Ça c'est juste pour le markdown, pour qu'il fasse mon highlighting syntaxique convenablement, là. Je suis pas sûr que c'est le meilleur. Je suis en réflexion en ce moment pour changer mon markdown pour passer à autre chose, là, mais out of scope, là. Ça fait la validation syntaxique quand je prépare mes formations, là. Si on prend ici, tu vois ici, il s'assure que c'est un peu plus, là il met en highlighting, là, si on peut dire, puis quand je fais mes liens vers les sites web, donc juste pour que ça soit correctement highlighting, ou alors même quand je mets du code, pour que ça soit ici, dire que ça va rentrer dans une zone de code, là, ça ne sera pas interprété, là. Donc c'est plus facile quand je tape pour m'assurer. C'est important pour moi, le highlighting, là. Guido Vim, ça c'est super cool. En fait, je l'utilise pas assez, puis à chaque fois je l'oublie. Quand tu es en train d'éditer un fichier, c'est vraiment cool, t'as SVN, t'as Git, t'as tout ça, mais ça c'est bien pour dans le temps, en fait. Je veux dire, tu reviens le lendemain, t'as fermé ton Vim et tout. Là, vous voyez, j'ai fait quelques petits, j'ai tapé du texte là dans mon Vimrc, mais que je vais pas vouloir nécessairement, je vais pas le sauvegarder à la fin. Mais si je fais juste un essai, puis que je peux sauvegarder, mais tant que je ferme pas mon Vim, ben là, j'ai dans le temps les différences que j'ai fait à l'intérieur de mon Vimrc. Donc, il y a 18 minutes, j'avais fait comme un typo ici où j'avais rajouté le uCompleteMe. Après, j'ai enlevé le uCompleteMe. Donc, c'est juste c'est un historique à l'intérieur du Vim des instructions que j'ai fait. Tu peux revenir. Et je peux revenir. Donc, si je fais Enter ici, ben là, hop, je viens de revenir à cette version-là. Avant de les fermer. Avant de les oui, une fois que j'ai fermé, c'est fini. Donc, ça te permet de revenir. Tu sais, surtout si tu commences à faire une macro, puis que tu fais un truc compliqué, puis ça nique un peu ton fichier. Tu sais, ben, tu as deux choix. Ou tu le fermes sans sauvegarder, puis tu reviens, ou alors tu regardes les différences qu'il y a eu. Ou, tu sais, si tu as fait une modification, mais c'est quoi la modif que j'ai fait dans le fichier? Tu peux pas nécessairement, tu vas pas check-outer ton SVN pour faire un diff, mais là tu as un historique inclus dans le Vim.
Comment ça s'appelle lui? J'ai undo toggle. Puis là, c'est juste ça que moi j'ai trouvé, là. Il y en a plein d'autres, là, c'est sûr, de modules, là, qui sont soit sortis depuis que j'ai fait ça, ou que j'ai manqué dans mon radar, là. Bon, ok. Là, on tombe dans le color scheme, là. Puis là, j'en ai essayé plusieurs. Puis à chaque fois, parce que moi, ce que j'aime pas, c'est quand tu mets en commentaire, c'est en rouge, ou tu sais, quand tu mets en quote, puis là, ça devient en rouge, le highlighting. Je trouve qu'on visuellement, on le voit pas bien. Parce que moi, j'aime avoir mon fond en noir. Ça, c'est un critère. Mon fond doit être noir. Donc, peut-être en blanc, ça sort bien, mais moi, c'est noir pour mes yeux, pour que ça soit moins agressant. Donc, c'est pour ça qu'ici, on voit commentaire pas assez distinct, commentaire pas assez distinct, j'aime pas le background gray, etc. Bof, pas trop mal, j'aime pas le background, bien pour Python, mais bof pour le reste, un peu sombre, j'aime bien, mais c'est pas lui que j'ai utilisé. Celui-là que j'utilise et qu'on voit en ce moment, c'est Miko. Donc ça, c'est plusieurs que j'ai choisi. Mais je peux changer en cours de route. Mettons que color scheme machin, si je voulais l'utiliser, je pense que ça devrait marcher. Donc là, on voit, là, il a changé le highlighting. Donc si je remets Miko, qui est mieux. Donc là, ça me permet de changer si j'ai envie. Et là, pour le moment, c'est Miko. Maria avec un style dark. Je sais même plus c'était quoi ça. Ouais, pas trop mal, là, mais je trouve que il n'y a pas assez de contraste en fait. Ah. C'est mieux. Mais vous avez mon Vimmercé qui est là, je pourrais le mettre même en bas de la vidéo, là, le home, là, il est dans le readme. Là. Celui c'est Color HM ou HM Color, Color Scheme Miko. Mais il faut que tu aies le plugin de présent. Tu entends? Le plugin, c'est Coloration. Non, le plugin, c'est Vim Scream Miko. Miko, c'est le plugin. Puis après, tu le sélectionnes, le plugin avec le Color Scheme. Je l'ai pas... ça, c'est built-in, mais le français, il n'est pas présent. Donc, le spell check... C'est spell, c'est une correction orthographique. Donc si tu écris mal, c'est correct. Si c'est pas dans le dictionnaire, si c'est dans le dictionnaire et que c'est mal accordé, c'est pour ta gueule. OK? Ce qui a amélioré quand même déjà une première passe sur mes formations. Si on vient ici, cette spell FR. Donc là, si je mets un attends, parce que là il fait pas la validation quand je viens, donc là il me met, donc si je, attends, on va dire intéressant, donc, ouais, je le fais tellement souvent que j'avais lui pas prêt out, je vais dessus, donc là attention, ce que je vais faire, je vais sur le mot, puis je fais Z égale, puis là il me laisse les choix possibles des mots qui ont la bonne syntaxe. Donc là, dans le cas présent, c'est 2. Enter, puis là, il va faire le changement. Donc, il faut écrire Z égale. Z égale pour qu'il aille sur le mot. Puis si tu veux rajouter le mot, mettons, là, je l'ai rajouté ce matin sur mon autre configuration, open source, qui est comme pas considéré dans le dictionnaire, ZG, il va le rajouter. Là, il me dit qu'il y a une erreur parce qu'il n'y a pas une majuscule au début. Okay. Fait que et tu peux switcher d'une langue à l'autre? Oui, on fait avec cette spell, et ici je pourrais mettre EN, alors ça va être rouge là. Okay, mais quand je dis, c'est juste la syntaxe. Est-ce qu'il est dans le dictionnaire? C'est juste en tout cas, c'est juste l'orthographe. Est-ce qu'il est dans le dictionnaire ou pas? Okay. S'il est dans le dictionnaire, qu'il est mal accordé, ça passe. OK? Et
Ok, là on va regarder un autre. Dans le même ordre d'idées, je vais juste prendre un autre shell. Je suis avec quel user là? ID. Ok, je vais re-switcher avec mon autre user. Là, je suis en train d'en mettre un nouveau pour faire la validation grammaticale, qui est encore une problématique. Donc, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis, c'est pour ça qu'il n'est pas dans l'autre, Language Tool, donc un plugin de Language Tool, et en fait, c'est une application Java qui roule, donc il faut que je lui donne le path où il est le binaire pour pouvoir y aller. Donc, Language Tool. Et là, à ce moment-là, si j'ouvre Git Training, Git Formation, là, ça va faire mal par contre. Attends, je vais ouvrir celle que je l'ai fait une passe dessus, ça sera moins. Là, le problème, c'est un peu le markdown. Là, mais... Donc, set spell check. Donc là, bien sûr, il donne des erreurs ici parce que j'écris en franglais. Là. Et là, je vais faire language tool check. C'est un peu long parce que là, il démarre Java. Là, donc, tu as le truc de JVM et tout qui part. Hop, et après, il te donne l'ensemble des erreurs. Donc là, le problème, c'est que j'ai du HTML en haut. Donc là, toute la première partie, c'est un petit peu cacaboudin. Mais après, hop, parfait. Donc, c'est le grand principe. Nous ne sommes pas bien accordés, merci. C'est les grands principes. Donc, le problème, c'est qu'après, il te met sur la ligne, là, les grands principes. Hop. Ah, il n'a pas dit encore. Ok, parfait. Donc voilà, donc là c'est un work in progress là, actuellement où j'essaye d'améliorer un petit peu. Bon là on va arrêter de regarder les fautes, on va s'arrêter ici. Donc donc avec Language Tool qui te permet, et il y a plusieurs langues et lui il va faire une validation grammaticale pour essayer d'améliorer. Okay. Ouais c'est ça. Un autre qui marche bien là, mais il n'y a pas encore de Grammalect. Lui, Grammalect, mais il n'y a pas encore de plugin pour Vim. Mais lui, il va être meilleur. J'ai un meilleur résultat dans mon browser avec celui-là qu'avec Language Tool. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais les évaluations d'employés, je passe d'abord dans le Language Tool, je passe dans Grammalect, puis après je mets... Ouais, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc, le français n'est pas ma force. C'est pas ma langue. Je suis un peu immigrant au Canada. Letter S, L, qui est assez intéressant pour voir les retours. En fait, lui, ça va afficher tous les caractères non imprimables qu'on voit pas. Tu sais, parfois, tu as une configuration à page, puis il y a une erreur, il y a un problème, puis tu comprends pas pourquoi. Tu sais, il y a peut-être un caractère non imprimable qui est là, puis que tu vois pas. Donc, avec cette liste, ben, ça te permet de voir. On a ça très souvent avec des fichiers dans SVN. Ah oui, mais est-ce que vous utilisez un système d'exploitation impur? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais il y a quelqu'un qui édite un fichier avec Notepad. C'est fini. Ça. Quelques petites... Non, mais est-ce que building dans Vim, il n'y a pas une option pour afficher les caractères non imprimables? Oh oui, là c'est ça. C'est cette liste machin, mais moi j'ai juste bindé sur letter L. Ah, mais c'est built-in là. C'est pas que des modules. Les modules, c'est juste qui commencent par bundle. Ok. C'est donc cette liste. Ouais. On va t'afficher tous les caractères non imprimables ainsi que les retours de chariot des systèmes d'exploitation étranges. Il faut faire cette liste tout ça après? Il faut que tu fasses cette commande-là, ou alors tu le binds comme je l'ai fait à letter L. Qui est donc letter, qui est par défaut la touche letter, c'est pif L. Parce que j'ai pas envie d'éditer la vidéo, c'est ça. Ouais. La commande finit dans les signes d'exclamation? Ouais. Regarde, si je fais ça, si tu fais le deux points, pas deux fois, là. Paf, ça l'affiche. Si je refais la même commande, ça l'enlève.
C'est bon, merci. Je pense que le point d'exclamation n'est pas requis en fait. Ah, non, c'est ça. C'est que l'avantage du point d'exclamation, c'est que ça l'enlève et que ça le met. Donc ça me fait une commande pour faire les deux. L'utilisation des tabulations. Donc quand moi je fais un table, en fait, ça fait 4 espaces plutôt que faire un vrai table. Là, après, c'est comme vous voulez. C'est juste que quand tu fais du Python, ben, un table c'est un peu long. Fait que, quand tu as plusieurs indexations avec 4 espaces, c'est mieux. Fait que, ça se passe comme ça. Ici, c'est pour faire les recherches quand je fais un search. Matching parentheses. Ah oui, non, ça c'est quand tu fais if paf blabla égale toto. Je ferme la parenthèse, ben là il m'affiche les deux parenthèses. Donc je pense que les brackets aussi ça marche. Ouais, c'est ça, les brackets, donc ça l'aide. Donc ça, in your case, quand tu fais un search, donc si je fais search en majuscule, oups, pourquoi ça marche pas? D'habitude ça marche. Searching, pourtant il me semble. Search. Mais c'est vrai que ça marchait. En tout cas, c'est supposé enlever la case, mais je suis étonné. Là. In your case, if is all lowercase. Case sensitive otherwise. Ok, donc bon, ça le dit là. Voilà. Highlight, donc pour qu'on voit visuellement à l'intérieur. Et puis pour que ça descende au fur et à mesure que je tape, là, AP, puis que ça aille sur la bonne ligne. Là. Ça fait la recherche, puis ça bouge, là, incrémentation de la recherche. Puis le mode subtitle pop-up color, bon ben ça fait que si je tape 7, j'ai quelque chose qui ressemble TA, mettons, puis je fais CTRL P, ben je vois mieux le contraste où je suis. C'est CTRL P pour avoir le drop down de qu'est-ce qui est. C'est ça ici. Voilà, ben, je ne pensais pas faire 1 heure dessus, finalement. De fil en aiguille, il est déjà 1 heure. Si vous avez d'autres suggestions, on pourra continuer. Là. Moi, c'était. Je pensais juste faire un.